Donc bonsoir, moi ce soir je vais vous poser la question de est-ce qu'il existe un gradient nord-sud du niveau de la résistance aux antibiotiques et si oui, quels sont les facteurs qui pourraient expliquer qu'il y a plus de résistance dans la zone tropicale. Donc ça a déjà été un petit peu présenté, mais la résistance aux antibiotiques est devenue un sujet majeur de santé publique. Généralement, on associe le niveau de la résistance aux antibiotiques qui serait lié à l'utilisation des antibiotiques. Seulement, on sait que la résistance est très ancienne, qu'elle date de bien avant l'utilisation des antibiotiques en médecine humaine et animale. On sait que les microbes qui synthétisent des antibiotiques sont capables de résister à ces antibiotiques qu'ils synthétisent, donc ils ont développé des systèmes de résistance. Et les bactéries qui vivent dans cet environnement où sont sécrétés des antibiotiques, eux aussi vont survivre, vont chercher à survivre dans cet environnement et vont développer des gènes de résistance. Donc pourquoi on s'est un peu posé cette question initialement? Donc à l'IHU, on suit en particulier la résistance aux céphalosporines, au carbapénème et à la colistine. Et dans une étude que l'on réalise actuellement à l'IHU, on s'est aperçu que beaucoup de patients porteurs de carbapénémase qui étaient diagnostiqués à Marseille, en fait, rentraient de pays étrangers, soit pour un voyage, soit ils étaient rapatriés sanitaires. Et lorsqu'on regarde les données du CNR en France, on s'aperçoit également que 80% des souches proviennent soit d'Afrique, soit d'Asie. On a également réalisé une étude où on essaie de comparer la mortalité chez des patients qui ont des bactériémies en fonction du niveau de résistance des souches qui sont isolées dans ces hémocultures. Et en fait, parmi tous les 9078 patients que l'on a étudiés, on a trouvé 26 souches qui portaient un phénotype DTR, donc difficult to treat. C'est un phénotype en fait où la souche va être résistante à tous les antibiotiques de première ligne, c'est-à-dire toutes les bêta-lactamines, tous les carbapénèmes et toutes les fluoroquinolones. Donc parmi ces 26 souches, on est allé regarder un peu le dossier des patients et on s'est aperçu que 10 de ces patients provenaient de pays étrangers, notamment du Maghreb, d'Europe de l'Est, de Madagascar et de Thaïlande. Il y a une étude actuellement donc, qui est réalisée à l'IHU par le docteur Gautret, où en fait, il prélève les étudiants qui partent en mission humanitaire ou en stage à l'étranger, avant et après leur retour, pour qu'on puisse rechercher des bactéries multirésistantes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une très forte augmentation en fait, du portage de bactéries multirésistantes avant le départ et après le retour. Et lorsqu'on regarde les facteurs de risque d'acquisition de ces souches, on se rend compte que les facteurs de risque, ça va être le contact avec les enfants, le contact avec les animaux et les pays visités, notamment les pays d'Asie du Sud-Est. Donc la première question que je me suis posée, c'est existe-t-il vraiment un gradient nord-sud de la résistance avec une prévalence de la résistance qui serait plus élevée dans les pays de la zone tropicale? Donc déjà, quand on parle de zone tropicale, de quelle zone on parle exactement? Donc on va parler donc, de cette zone qui va comprendre donc, l'Amérique latine à l'exception de l'Argentine et du Chili, de l'Afrique en général à l'exception du Maghreb et de l'Afrique du Sud et de l'Asie du Sud-Est. Donc j'ai recherché un petit peu des données de prévalence dans la littérature qui puissent être dans le monde. Alors ce sont des données à chaque fois qui sont lissées parce qu'on n'a pas tous les pays ne suivent pas la prévalence de la résistance dans leur pays. Donc c'est des moyennes sur plusieurs années. Ce qu'on peut constater, c'est que déjà, il y a un grand manque de données au niveau de l'Afrique. Sinon, en effet, on observe pour la résistance aux céphalosporines et aux fluoroquinolones un taux qui est plus élevé en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Je vous ai juste encadré le Kazakhstan, qui en fait, il y avait une petite erreur dans cet article où ils ont pris des données de sensibilité pour des données de résistance, donc il faut le considérer comme sensible. Pour les carbapénèmes, c'est pareil. On a des données de résistance qui sont plus élevées en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Et dans les pays où on va avoir quelques données en Afrique, on a aussi une prévalence qui est un petit peu plus élevée. On a juste l'exception donc, de l'Europe du Sud et de l'Est, où on va avoir un taux de résistance au carbapénème un petit peu plus élevé aussi. Chez Staph aureus, ça avait déjà été montré, il y a un gradient nord-sud, donc comme ça a déjà été dit, au niveau de l'Europe, où on a moins de résistance dans le nord de l'Europe que dans le sud. Et globalement, si on regarde cette carte, on voit également que la résistance à la méticilline va être plus élevée en Amérique latine toujours et dans l'Asie du Sud-Est que dans les autres régions du monde. Pour Acinetobacter baumannii, c'est un petit peu différent. On a des taux de résistance qui vont être très élevés dans de nombreux pays, et notamment pas que dans cette zone tropicale, mais également dans la zone autour du pourtour méditerranéen, où les résistances peuvent atteindre, à l'imipénème, peuvent atteindre 80%.
J'ai trouvé cette présentation donc, de l'ECMID cette année où justement, à partir des données de consommation et de résistance dans le monde, donc il y a eu 58 participants de pays sous-développés et en voie de développement qui ont participé à cette étude. Ils ont essayé de trouver des facteurs socio-économiques et environnementaux. Et ils ont montré en fait que plus on se rapprochait de l'équateur, plus on avait un niveau de BMR élevé. Bon, alors c'est un facteur qui sortait qu'en analyse univariée. Là, par contre, ils avaient le climat qui sortait également. Plus la température moyenne était élevée, plus il y avait de bactéries multirésistantes. Par contre, ce n'est pas un facteur, le climat, qui va sortir dans toutes les publications. On a un peu tout et son contraire. Donc je me suis demandé si, comme souvent c'est ce qui était dit, si la résistance était liée à la consommation d'antibiotiques. Donc sur cette carte, on peut voir un peu le changement de doses quotidiennes administrées aux patients dans les pays. Donc en fait, plus on va aller dans le rouge, plus les pays sur 15 années ont augmenté leur consommation en antibiotiques. Plus on va aller dans le bleu, plus les pays ont réussi à diminuer la consommation en antibiotiques dans leur pays. Donc on voit qu'au niveau de la zone tropicale, on est en augmentation de la consommation d'antibiotiques. Par contre, si on regarde la consommation en 2015, on s'aperçoit qu'en fait, toute la zone tropicale fait partie des moins grands consommateurs d'antibiotiques par rapport à, par exemple, la France qui est dans le top 10, ou alors la Grèce, la Tunisie et la Turquie, dont on sait aussi qu'ils consomment beaucoup d'antibiotiques. Si on regarde quels types d'antibiotiques sont prescrits, on s'aperçoit qu'au niveau hospitalier, ça va être essentiellement des pénicillines avec des inhibiteurs de pénicillinase et des carbapénèmes. Alors il y avait quand même un gros biais, c'est le nombre d'inclusions, notamment en Afrique, où il n'y a que 115 patients sur toute l'Afrique qui ont été inclus, et ils ne différenciaient pas non plus Maghreb et Afrique subsaharienne, alors qu'on sait que dans le Maghreb, on utilise beaucoup plus de carbapénèmes. Au niveau communautaire, par contre, on utilise soit des C3G, soit des pénicillinase plus inhibiteurs, et c'est juste la proportion qui varie entre les pays, mais globalement, c'est les deux antibiotiques les plus utilisés. Donc, comme le professeur Raoult l'a cité déjà, il y a cette étude qui a montré qu'il y avait même une corrélation inverse finalement entre la consommation d'antibiotiques, notamment de céphalosporine de 3e génération et fluoroquinolone, avec la résistance. Donc le problème de ces études, comme je vous l'ai montré, c'est essentiellement le manque de données de surveillance épidémiologique du niveau de la résistance dans les pays sous-développés et en voie de développement. La difficulté d'évaluer le lien entre la véritable consommation en antibiotiques également et le niveau de résistance, parce que dans les pays sous-développés et en voie de développement, il y a un marché noir qui est énorme, et aussi une délivrance d'antibiotiques sans prescription qui est très importante. Par exemple, dans cette revue, on montrait plus de 100% de consommation sans prescription dans certains pays. Donc, je me suis demandé si la résistance n'était pas liée à la consommation d'antibiotiques, est-ce que ça pouvait être l'écosystème particulier de la zone tropicale qui était responsable en partie de cette résistance. Donc, juste un petit rappel sur le climat qu'on retrouve en zone tropicale. Donc, ça va être un climat qui est non aride, où la température passe rarement en dessous de 18 degrés. Et en fait, pour une même unité de surface ou de volume, les animaux, champignons et végétaux de la zone tropicale et équatoriale sont proportionnellement déjà plus nombreux et variés. Et ceci est d'autant plus important dans les forêts tropicales humides. Donc, j'ai retrouvé cette étude qui répertoriait un petit peu tous les métagénomes qui ont été réalisés dans l'environnement dans le monde. En fait, ils s'apercevaient déjà que peu importe le continent ou le climat, les 2% des phylotypes qui étaient le plus rencontrés dans les métagénomes, qui représentaient 511 phylotypes, représentaient en fait 41% de l'abondance relative du métagénome que l'on retrouvait dans le métagénome. Donc, on avait à peu près on retrouvait à peu près les mêmes phylotypes, peu importe le métagénome, enfin la source, le prélèvement initial. Par contre, il y avait une exception, c'était les forêts tropicales, où en fait ces 2% de phylotypes les plus fréquents ne représentaient que 20% de l'abondance relative des prélèvements. En fait, ceci est expliqué soit parce qu'on manque beaucoup de données dans ces écosystèmes, soit qu'en fait c'est un écosystème qui est distinct des autres, où on a une communauté bactérienne qui va être plus variée, avec des phylums qui vont être différents. Ça a déjà été prouvé au niveau fongique, où on sait que la richesse fongique va dépendre de la distance à l'équateur. Plus on va être proche de l'équateur, plus on va avoir une richesse fongique qui va être importante. Il montrait là aussi que
seulement 34% des séquences qu'on retrouvait étaient similaires à des séquences déjà connues. Donc il y a une énorme variété de champignons encore qu'on ne connaît pas. Et chez l'homme, là aussi, c'était un papier donc, qui avait étudié le microbiote digestif d'Amérindiens qui étaient complètement isolés du monde moderne et des zones urbanisées. Ils n'avaient jamais reçu d'antibiotiques de leur vie. Et ce qui montrait, c'était qu'il y avait une diversité bactérienne qui était plus importante dans leur microbiote digestif. Et par contre, on retrouvait également des gènes de résistance, alors qu'ils n'avaient jamais reçu d'antibiotiques, et ces gènes étaient très similaires à ceux que l'on rencontrait également chez des patients de zones urbanisées. Donc ça veut dire que les gènes de résistance dans ces environnements sont présents. On sait déjà que certains gènes de résistance que l'on retrouve chez l'homme ont pour source certaines bactéries qui proviennent de l'environnement. C'est le cas par exemple de Oxa48, où on pense qu'elle dérive donc d'une Oxa 181 que l'on retrouve chez Shewanella xiamenensis, qui est une bactérie de l'environnement que l'on retrouve dans l'eau. On sait aussi que l'environnement en fait, est le plus gros pourvoyeur de gènes de résistance. Dans ce papier, ils ont trouvé plus de 2885 gènes de résistance aux antibiotiques et seulement 0,5% correspondaient à des séquences déjà connues. Donc il y a une énorme variété de gènes de résistance différents et ces gènes sont essentiellement portés par les protéobactéries que l'on retrouve dans l'environnement et chez l'homme et par les actinobactéries qui sont les principaux synthétiseurs d'antibiotiques. Par contre, ce qu'ils ont retrouvé, c'est qu'il y avait peu d'éléments mobilisables et donc ils suggéraient qu'il y avait peut-être peu d'échanges qui étaient réalisés entre les différents phylums bactériens. Il y a cette étude du coup qui a essayé de proposer une théorie pour expliquer comment les bactéries, malgré le fait qu'il y ait peu d'échanges, enfin qu'il y ait peu d'éléments mobilisables, puissent se transférer les gènes de résistance et comment expliquer qu'il y ait une si grande différence finalement entre un gène de résistance chez Streptomyces et un gène de résistance chez Proteobactéries. Donc eux, ils suggéraient que c'était en fait une hypothèse du retour en arrière, c'est-à-dire que d'abord la protéobactérie transférait son plasmide en fait dans une souche d'actinobactéries. Donc ça c'est une observation qui a déjà été montrée. Et qu'en fait, il serait passé une sorte de recombinaison entre les gènes, ce qui a entraîné une structure un peu sandwich différente du coup de celle initiale présente chez l'actinobactérie, qui était ensuite retransformée dans la protéobactérie. Alors, ils l'ont montré in vitro, mais jusqu'à présent, au niveau environnemental, ça n'a pas encore été montré. Enfin, l'environnement va pouvoir être souillé par l'activité humaine, notamment par la consommation d'antibiotiques chez les animaux, où on sait par exemple que l'utilisation massive de colistine chez les cochons en Chine a permis la propagation du gène MCR. C'est un gène qui se retrouve essentiellement chez les animaux, mais on sait qu'il s'est propagé aussi dans l'environnement et on peut le retrouver chez l'homme. Il y a également la forte densité de population qui peut être un facteur. Et dans les pays sous-développés ou en voie de développement, on peut avoir une hygiène des fois qui est un peu plus faible, avec du coup plus de risques d'avoir de l'eau contaminée ou de la nourriture contaminée. Il va y avoir aussi la possibilité d'un contact avec des animaux, que ce soit des animaux d'élevage ou alors des animaux sauvages. Donc en conclusion, on voit qu'il y a un vrai manque de surveillance du système de surveillance de la résistance aux antibiotiques, notamment dans les pays sous-développés et en voie de développement. Il y a peu ou pas de travaux qui ont analysé la quantité de métabolites secondaires qu'on retrouvait dans l'environnement. Et donc on sait que l'environnement est très riche en gènes de résistance. On peut se demander quelle est la fonction réelle de ces gènes de résistance. On ne les connaît pas encore tous très bien. On sait que certains gènes de résistance que l'on retrouve chez l'homme ont pour source l'environnement. Et il y a très peu d'études concernant la zone tropicale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.